Notre invité ce matin, Lilian Thuram, bonjour. Bonjour. Merci d'être là ce matin, Lilian Thuram, champion du monde. Champion du monde en 1998. Vous avez arrêté votre carrière de footballeur en 2008. Hein, exact. C'était ça. Champion d'Europe aussi en 2000. Recordman du nombre de sélections. 142 sélections en équipe de France. Donc vous savez ce qu'est l'état d'esprit d'une équipe, Lilian Thuram. C'est ce qui compte avant tout, l'état d'esprit. Oui, je pense que effectivement c'est l'essentiel, c'est-à-dire quand vous avez un groupe solidaire, vous pouvez surmonter toutes les problématiques du jeu. Voilà. Vous pensez que là, cette équipe de France, elle est solidaire, il y a un groupe qui a l'état d'esprit? Écoutez, je me promène un petit peu dans Paris et lorsque je discute avec les gens, ce qui les interpelle, c'est justement cet état d'esprit. Voilà pourquoi je crois que autant de personnes aiment aujourd'hui l'équipe de France et aiment à suivre les matchs de la Coupe du Monde. De la Coupe du Monde, vous avez des contacts encore avec les joueurs actuels ou Non, pas du tout. Pas du tout, et même avec Didier Deschamps, puisque c'était votre capitaine. Non, en tout cas pas pendant le mondial. Oui. Pas pendant le mondial. Pas pendant le mondial, mais après ça l'a été. Non, j'ai pas de contact. Pas de contact pendant le mondial, mais avant et après. Oui. Didier Deschamps a été votre capitaine, oui, on le sait, mais ce Didier Deschamps-là, capitaine, il ressemble à ce Didier Deschamps d'aujourd'hui? Oui, exactement. Je dirais que déjà lorsqu'il était joueur, il savait faire passer les messages. Comment ça se passait dire? Comment fait-on passer un message? J'entends ça dans la bouche des vous avez, hein? On fait passer un message. Mais déjà en disant ce qu'il faut faire, en interprétant le jeu, parce que quand vous avez beaucoup d'expérience à ce niveau-là, vous arrivez à sentir et à anticiper les moments du match. Oui. Donc quand ça se complique, il faut qu'il y ait des joueurs qui disent voilà, attention. Là, on va rester bien derrière, on va attendre. Bon, là, c'est le moment de sortir parce qu'on est trop bas, parce qu'on risque de prendre un but. Et donc, les joueurs qui ont beaucoup d'expérience ont cette qualité-là. Donc, il avait cette qualité, et Didier, lorsque vous avez été champion du monde en 1998, à la mi-temps ou pendant le match même, il vous disait, il vous parlait, comment ça se passait? Oui, effectivement, c'est vrai qu'il prenait la parole, notamment à la mi-temps, ou même pendant le match, parce qu'encore une fois, c'est quelqu'un qui parlait très peu, mais c'était toujours extrêmement juste les réflexions qu'il avait sur le jeu. Sur le jeu, sur l'évolution du match et sur il sentait l'adversaire, il sentait l'équipe. Mais en règle générale, lorsque vous êtes milieu défensif, effectivement, vous êtes en plein milieu du jeu et donc vous avez cette obligation de faire don de soi à l'équipe et donc c'est pour cela que je pense que aujourd'hui son rôle est très proche du rôle qu'il avait sur le terrain. Et dites-moi, en 1998, quand vous marquez 2 buts en demi-finale, il sentait que vous étiez... Non, mais personne ne pouvait le sentir. Même moi, je ne pouvais pas le sentir. Donc voilà. Donc c'est le fait de jeu. Ça. Donc on peut pas sentir. Voilà, c'est le hasard de la vie. C'est le hasard et c'est le plaisir du football justement. Hein. Ben complètement. C'est vrai que je dirais ce qui est très bien dans le football, c'est cette capacité du dépassement de soi. Et je crois que lorsque vous regardez l'équipe de France, notamment un joueur comme Matuidi. Vous voyez ça, c'est-à-dire c'est un joueur qui est toujours dans le don de soi et dans le dépassement de soi. Et je crois que c'est voilà pourquoi on aime cette équipe-là. Un joueur qui a d'ailleurs Matuidi qui a considérablement progressé et qui effectivement a un travail considérable dans cette équipe et qui est un joueur clé de cette équipe de France. Vous l'aimez bien cette équipe de France, Lilian Thuram? Oui. Oui, je l'aime beaucoup. Oui. Sincèrement, je crois que après quelques années où c'était extrêmement compliqué. Parce que c'est vrai que l'équipe de France... Vous avez été marqué par ce qui s'était passé en Afrique du Sud, vous? Bien sûr, comme tous ceux qui ont porté le maillot de l'équipe de France ou ceux qui aiment le foot, parce que c'est vrai que ça avait donné une très mauvaise image des joueurs de foot et ça avait donné aussi une très mauvaise image de notre pays à l'étranger. Et tous ces débats autour de la Marseillaise, vous chantiez la Marseillaise, vous, en 98 ou pas? Oui, je chantais la Marseillaise. Vous la chantiez, mais l'équipe la chantait pas plus qu'aujourd'hui. Ah, je ne sais pas. Moi. Mais je ne sais pas parce que sincèrement... il n'y avait pas de débat. À l'époque, il n'y avait pas de débat, toi. Non, si, quand même, il y a toujours eu des débats. Déjà en 1996, je crois, au championnat d'Europe en Angleterre, déjà, il y avait un débat. Mais je dirais qu'encore une fois, chacun est libre de chanter au nom la Marseillaise. Moi, ça m'aidait de chanter la Marseillaise parce que j'étais à côté de Lizarazu et donc on se motivait. Et bon, vous motiviez comme ça? Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on était tous les deux proches et en chantant la Marseillaise, on essayait de
faire comprendre à l'adversaire qu'aujourd'hui, ça va pas être possible pour eux. Oui, c'était de l'entraînement collectif. Mais vous savez que avant les matchs de l'équipe de France, quand même, lorsqu'il y a la Marseillaise, j'oblige les personnes qui sont à côté de moi de chanter la Marseillaise quand même. Ah bon? Ah oui. Chez vous? Ah oui. Pour motiver l'équipe, c'est normal. Et vous levez ou? Ah oui, complètement, oui. Non mais c'est vrai. Non, c'est toujours, c'est vrai. Toujours cet amour du maillot, cet amour. J'oublie le nationalisme, ce patriotisme. C'est quoi? C'est du patriotisme? C'est quoi? Non, c'est le fait de dire tout son amour à l'équipe de France et passer un bon moment. Parce que je pense que le foot avant tout, c'est de l'émotion pure. Par exemple, en 2010, j'ai pris le métro juste avant un match et j'étais un peu en retard comme d'habitude. Et là, je passe devant les bars. Mais il y avait des gens dans les bars qui chantaient la Marseillaise avant le match. Et c'est ça qui est beau. Et je trouve que les joueurs doivent avoir conscience de ça pour justement essayer de donner le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Oui, quand on porte le maillot. On dit toujours, quand on porte le maillot de l'équipe de France, on doit être différent. On est vraiment différent quand on porte le maillot de l'équipe de France ou pas? Ou est-ce qu'on est si professionnel, à l'habitude des grands matchs, à l'habitude de vivre dans des grands clubs, mais est-ce que c'est vraiment différent de porter le maillot de l'équipe de France? Écoutez, pour moi c'était différent. Extrêmement différent, parce qu'encore une fois, lorsque vous êtes sur le terrain en équipe de France, vous représentez un collectif qui dépasse l'équipe. C'est ça, je pense qu'il faut être conscient de ça. C'est-à-dire que lorsque vous voyez l'engouement qu'il y a autour de la Coupe du Monde, ça prouve que justement, vous représentez beaucoup plus que simplement quelques joueurs. Et donc il faut être conscient de ça. Il faut être conscient de ça. Voilà. Et vous pensez que les joueurs en sont conscients? Oui, je pense qu'ils sont conscients aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, oui, parce qu'il y a tellement de réseaux sociaux, ils sont tellement informés, surinformés même de ce qui se passe et de l'engouement qu'ils provoquent, ce qui leur donne une responsabilité supérieure sur le terrain, évidemment. Je pense qu'ils ont pris conscience pour beaucoup lors du match au retour contre l'Ukraine. Oui. Je crois qu'ils ont compris qu'effectivement, ils étaient beaucoup plus et que ils pouvaient apporter énormément de bonheur aux gens. De bonheur aux gens. Cette Marseillaise, c'est incroyable parce qu'on l'entend partout maintenant dans les stades. Non mais attendez, on l'entend partout. C'est un hit, si je puis dire. Non mais c'est vrai, Lilian. Bon, alors sinon, vos combats. Lilian Thuram, on va en parler. Est-ce que l'équipe de France aujourd'hui représente toujours cette France Black Blamber dont on a tant parlé, un peu trop peut-être, non? Écoutez, de toute façon, depuis la nuit des temps, l'équipe de France est un peu à l'image de sa société. Et en règle générale, les joueurs de foot venant des couches les plus populaires, donc vous retrouvez une certaine diversité. Mais bon, ça c'est depuis très très longtemps. Vous savez ce qu'on va faire? On va écouter ce que dit à ce propos Blaise Matuidi. Justement, ça tombe très 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 bien. Écoutez Blaise Matuidi. Avec les anciens qu'on a comme Patera ou encore Bakary Sagna ou encore Hugo Lloris, on arrive justement à trouver une bonne cohésion et franchement tout se passe très très bien. Comme je dis, je sais pas, il y a vraiment pas de couleur de peau ou de génération. On est resté à la fin du repas, on était 8 à discuter de football, de la vie en général et franchement on se sent vraiment très très bien. Bon, j'ai dit Blaise Matuidi, c'est évidemment Mamadou Sakho. Mais enfin bon, je pense que Matuidi aurait pu dire la même chose. Oui, vous entendez ça? Ils sont conscients de ça. Ben écoutez, c'est une très bonne chose. C'est vrai qu'effectivement, je pense que dans le passé, notamment en 2010, je crois que les joueurs n'étaient pas conscients du discours politique que pouvait porter le football. Vous pensez? Oui, je pense, oui, effectivement. C'est l'une des raisons de ce qui s'est passé en 2010 en Afrique du Sud? L'une des raisons, c'est que je crois que les joueurs emblématiques n'avaient pas la bonne réflexion, parce que si vous avez la bonne réflexion, effectivement, vous pouvez pas faire grève pendant une Coupe du Monde. Oui, c'est stupide. Oui, c'est pas très intelligent, disons. C'est pas très intelligent. Vous n'auriez jamais fait grève, vous, pendant une Coupe du Monde? Écoutez, en règle générale, si vous posez la question à un enfant de 12 ans, si demain tu as l'opportunité de faire une Coupe du Monde, est-ce que tu ferais grève? Je pense que cet enfant vous répond non. Et donc je crois que la première des choses, c'est lorsque vous jouez au foot, ne jamais oublier le plaisir que vous aviez quand vous étiez enfant. Et je pense que si vous l'oubliez pas, vous faites pas grève.
Qu'est-ce que on va parler donc de vos engagements, l'égalité, la lutte contre le racisme, la France, ce pays multicouleur, multiethnique, enfin tout ce qu'on veut. Mais j'ai entendu, vous vous rappelez, il y a eu une polémique il y a quelque temps sur maintenant on ne recrute que des footballeurs grands, costauds et plus. C'est vrai ça? Ça vous a énervé un peu ça, ce qui a été dit ou écrit autour de ça? Oui, c'est assez incroyable qu'on puisse avoir une réflexion sur ce type, c'est-à-dire faire des quotas sur les joueurs binationaux. Je trouve que c'est pas très intelligent, c'est même voir un manque de respect pour toutes les générations de joueurs qui ont porté le maillot de l'équipe de France. Et ce qui est très intéressant lorsque vous analysez les dernières victoires de l'équipe de France, par exemple le match contre l'Ukraine où Sakho marque 2 buts, il est quand même grand, costaud et noir. Oui. Le troisième but, un des buts en tout cas a été marqué par Benzema. Oui. Et lorsque vous voyez le dernier match contre le Nigeria, celui qui marque le premier but, c'est Pogba. Il est pas petit et voilà. Donc il est grand et il est noir. Donc vous voyez, je pense qu'effectivement moi ça m'a blessé et je trouve que vraiment c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et Marine Le Pen qui veut mettre fin à la double nationalité. Ben écoutez, ceux qui discutaient justement des quotas avaient la même réflexion quand même, c'est-à-dire qu'ils mettaient en difficulté les personnes qui étaient de double nationalité. Donc vous voyez que c'était très proche du discours de Marine Le Pen. Très proche du discours de Marine Le Pen. Dites-moi, je regardais votre BD, Notre histoire, qui est sortie au mois de mars, je crois, dernier. C'est bien ça. Vous dites, chacun de nous est porteur de l'histoire du monde qui nous conditionne à reproduire les hiérarchies du passé. L'homme a-t-il vraiment accepté de considérer la femme comme son égale? Oui ou non? Non, pas encore. Pas encore? Non, pas encore. Vraiment? C'est évident. Non, il suffit de regarder un peu notre société. On voit quand même que le sexisme existe, qu'il y a une hiérarchie entre les hommes et les femmes. Et donc, encore une fois, c'est dû à notre propre culture. Et comme cette culture, nous sommes porteurs de cette culture, donc nous avons tendance à reproduire ces hiérarchies. Et ces hiérarchies existent aussi au niveau des couleurs de peau. Je pense qu'effectivement, nous vivons dans une société où nous n'avons pas encore accepté totalement l'égalité entre les personnes selon leur couleur de la peau. Les Blancs ont-ils pleinement accepté de considérer les Noirs comme leurs égaux? Oui ou non? Non, je en pense France non plus. Mais ça c'est partout dans le monde. Oui. Il suffit de regarder par exemple le monde du football. Très souvent, dans le monde du football, il y a des problématiques liées au racisme, c'est-à-dire que les joueurs qui reçoivent des bananes, que ce soit en Italie, que ce soit dans d'autres pays ou même au Brésil, ça arrive. Ce sont souvent les personnes de couleur noire. C'est-à-dire que je crois que nous devons sortir d'une certaine hypocrisie. Les réalités est celle-là, c'est-à-dire que l'apartheid, il n'y a pas très longtemps ça existait. La colonisation, il n'y a pas très longtemps que ça existait. Et je dirais que les hiérarchies existent encore. Et malheureusement, justement, lorsque je vais dans les écoles, discuter avec les enfants, on voit qu'il y a des préjugés selon la couleur de la peau. Parler de cela. Voilà. Les hétérosexuels considèrent-ils les homosexuels comme normaux? Ça aussi, c'est une vraie question. On a bien vu que il y a eu tout un débat autour du mariage pour tous. C'est-à-dire comment on peut accepter de vivre dans une société où il y a des personnes qui n'auraient pas les mêmes droits que vous. Les adeptes d'une religion acceptent-ils les croyances des autres religions ou l'attitude de ceux qui ne croient pas? Mais là aussi, c'est la même problématique. C'est-à-dire, même dans les religions, on essaie de promouvoir une certaine hiérarchie. Vous êtes laïque? Moi, je suis laïque, oui. Oui. Et qu'est-ce que c'est être laïque, d'ailleurs? Oui, voilà. Qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais qu'effectivement, je suis pour accepter toutes les religions, mais je pense qu'il faut avoir le courage de questionner les religions. C'est-à-dire que souvent, on ne se rend pas compte que la religion nous conditionne à un point tel que parfois, on refuse l'égalité à d'autres personnes. Et dans l'équipe de France, il y a des engagements religieux. Il y a des joueurs qui font la prière. Il y a des joueurs qui. Ça existait en 98 déjà. Vous aviez des chrétiens, des musulmans, je ne sais pas moi, des bouddhistes. Mais c'est vrai. Est-ce que ça avait pris l'importance que parfois ça peut prendre aujourd'hui, malheureusement ou heureusement? C'est un autre débat. Je pense qu'en 1998, il y avait moins d'importance qu'aujourd'hui, mais ce qui est tout
à fait compréhensible parce que les sociétés évoluent. Oui. Et je dirais qu'à partir du moment où vous avez des hommes et des femmes dans un groupe, bon, il y a une diversité de façons de penser la chose. Dans le monde du football, les évangélistes qui sont de plus en plus présents. Il y a une intrusion de la religion dans le monde du football. Vous avez vu ça? Mais je dirais qu'il y a une intrusion des religions dans la société en règle générale. Donc le football n'est pas épargné. Non, de toute façon, le football est à l'image de la société. Oui. Vous allez dans les écoles avec votre fondation, c'est Éducation contre le racisme, c'est ça? Exactement. Lilian Thuram, vous allez dans les écoles pour inculquer aux jeunes l'idée de l'égalité, du respect, quelle que soit la couleur de peau, quelle que soit... Vous sentez que c'est de plus en plus utile? Ben écoutez, encore une fois, je pense quand même que nous vivons dans une société où l'égalité est plus facilement acceptée. Et ça, il faut être conscient. C'est-à-dire que la génération de ma maman, il y avait beaucoup plus de racisme, beaucoup plus de sexisme. Vous dites aujourd'hui en France, plus d'homophobie. Il y a moins de racisme, moins de sexisme et moins d'homophobie. Vous dites qu'on est en pleine évolution positive. Donc vous êtes positif. Ah non, mais moi je suis surtout réaliste. C'est-à-dire que ma mère est née en 1947. Il y avait la ségrégation aux États-Unis. Il y avait l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc on voit bien que les choses évoluent. Et je crois que c'est très important de le dire parce que sinon on finit par croire que tout est négatif. Je crois que aujourd'hui, vous allez un peu partout dans notre société, vous voyez une diversité de couleurs de peau et de religion qui est beaucoup plus acceptable qu'il y a peut-être une cinquantaine d'années. Et quand un maire, en l'occurrence le maire de Nice, interdit les drapeaux étrangers dans sa ville, notamment le drapeau algérien, qu'est-ce que vous dites ? Eh bien, il faut simplement dire à ce monsieur qu'il a tort et que il y a une certaine réflexion à avoir. Et je crois que chacun peut porter un drapeau. Mais le racisme anti-blanc, ça existe ? Ben, bien sûr, mais ça a toujours existé. Vous le condamnez de la même façon ? C'est évident. Je condamne le racisme. Le racisme sous toutes ses formes. Exactement. Mais le racisme, encore une fois, ce qui est très intéressant lorsqu'on parle du racisme anti-blanc, c'est que je crois que peut-être que certaines personnes ne se perçoivent pas comme blancs. Autant que c'est très facile de dire à quelqu'un qu'il est noir, mais se dire être blanc, c'est pas, je dirais, naturel. Mais effectivement, à partir du moment où vous faites des hiérarchies entre les couleurs de peau, il faut savoir que vous pouvez être vu à travers votre couleur de peau. Et c'est pour cela que, par exemple, que lorsque je vais dans les écoles, je dis aux enfants souvent que l'esclavage n'est pas une confrontation entre personnes de couleurs différentes. D'accord ? C'est avant tout un système économique. Et dans ce système économique, on a dû construire l'infériorité de certaines personnes pour mieux les exploiter. Et donc voilà pourquoi il ne faut pas dire que l'esclavage, c'est la faute des personnes de couleur blanche. Et voilà comment parfois l'histoire nous est racontée d'une certaine façon qui nous emmène à avoir des réflexions très peu intelligentes. Donc l'important, c'est de ne pas passer à travers la couleur de la peau, parce que la couleur de la peau ne détermine rien les qualités ou les défauts de quelqu'un. Lilian Thuram, deux mots encore sur, pour revenir au Brésil, les manifestations qui ont eu lieu et qui auront lieu au Brésil, la Coupe du Monde qui n'apportera finalement pas grand-chose aux plus pauvres. Vous soutenez ces manifestants, vous les comprenez ? Les comprendre, oui, effectivement. Je crois que lorsque vous êtes citoyen d'un pays, c'est tout à fait compréhensible de questionner votre gouvernement. En demandant à votre gouvernement, écoutez, vous dépensez notre argent, mais est-ce que vous pensez que cet argent doit aller dans les stades ou dans les hôpitaux ou dans les écoles ? Et je crois que c'est tout à fait légitime de penser au plus grand nombre. Et puisqu'on parle de Coupe du Monde, est-ce qu'il faut retirer la Coupe du Monde au Qatar ? Écoutez, sincèrement. Qu'est-ce que vous en pensez, sincèrement ? Moi, je dois dire que il faut peut-être, parce que bon, je suis comme tout un chacun, j'écoute un petit peu, j'entends. Il faut essayer de voir ce qui s'est réellement passé. Et je crois que la FIFA réellement passé dans la désignation, vous voulez dire ? Voilà. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu corruption ? Ce qui est pour moi assez bizarre, c'est que on parle du fait de changer, je dirais, le timing, c'est-à-dire le mois où ça va se passer. Et je trouve ça assez incroyable parce que quand même, lorsqu'on donne la Coupe du Monde au Qatar, on sait le climat du Qatar au mois de juillet. Mais il y a le climat, il y a une éventuelle corruption, mais il y a aussi les conditions dans lesquelles travaillent ceux qui construisent des stades au Qatar. Oui, mais vous savez, je crois que malheureusement, que ce soit au Brésil ou ce soit dans d'autres pays, effectivement, on se pose pas la question à savoir comment les ouvriers travaillent. Mais ça, c'est depuis la nuit des temps, malheureusement. Donc il est bien qu'on confie cette Coupe du Monde au monde arabe. C'est une première, hein ?
Non, mais la question encore une fois, c'est à savoir qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'effectivement, je crois que il y a un nuage autour de cette problématique du fait d'avoir donné au Qatar, et la FIFA doit faire son travail pour effectivement faire cette Coupe du Monde et que tout le monde soit apaisé, voilà. Comment allez-vous regarder le match ce soir? Je vais regarder le match avec mes enfants. Et puis j'espère que ce sera un très très beau match et qu'on pourra être tous très heureux après. Vous avez un pronostic? Écoutez, je fais jamais de pronostic. Oui, vous avez raison, moi non plus. Non, jamais, n'en faisons pas. Merci, Lilian Thuram, merci. Merci moi. 8h56, merci d'être venu nous voir.